Bonjour, Monsieur André Bourgeot. Oui, bonjour, Nous monsieur. savons que vous êtes un grand chercheur, spécialiste du Nord. Nous savons aussi que vous êtes surtout de la zone Touareg. Vous êtes reconnu sur le plan mondial pour ça. Vous êtes un grand anthropologue. Et je voudrais vous demander de nous parler brièvement de l'accord d'Alger et qu'est-ce que vous en pensez. Pour en parler brièvement, ça ne me donne pas beaucoup de temps pour, Non, pour vous avez tout le aller temps, vous sur avez le tout le fond. temps. Vous avez tout Mais le temps. dans les grandes lignes, il y a manifestement un problème de conditions d'application du contenu des accords de paix qui est loin de faire l'unanimité. Donc pourquoi c'est loin de faire l'unanimité? La première raison pour laquelle il y a des problèmes, c'est que cet accord pour la paix, puisque ça s'appelle comme ça, n'est pas passé devant l'Assemblée nationale. Donc ça concerne quand même le destin aussi du peuple malien, cet accord-là. Donc le fait qu'il n'ait pas été discuté à l'Assemblée nationale, ça pose déjà un problème de fond. Le deuxième problème de fond est la référence qui se fait d'une manière très claire à la notion d'Azawad. Si vous prenez le préambule, je crois que c'est dans la première ligne du second alinéa où on reconnaît effectivement le bien fondé de l'Azawad. Ensuite, dans le titre, notamment le titre 1 et le chapitre 2 du titre 1, on reconnaît le bien fondé de la notion d'Azawad dans ses dimensions socio-culturelles, mémorielles et symboliques. Tout ça, ça satisfait quand même les objectifs de la coordination des mouvements de l'Azawad, puisque à l'époque, rappelez-vous, le mouvement national de libération de l'Azawad, ex-indépendantiste, avait légitimé le bien fondé du recours aux armes en disant que l'Azawad était le territoire de leurs ancêtres Touaregs colonisés par le Mali. C'était ça le discours de la propagande du MNLA. Donc moi là-dessus, je suis intervenu en disant il y a quand même quelque chose qui ne me convient pas sur le plan historique et sur le plan aussi géographique. L'Azawad, c'est quoi? Si je m'appuie sur l'étymologie du terme, ça renvoie à la notion de ezawar. Ezawar, c'est un récipient plat dans lequel on mange. Ça, c'est pour la partie Azawad, je dis bien Azawad, qui en termes géographiques est l'espace compris entre Tombouctou et Arawan et qui est sillonné par les sociétés Brabiche. C'est leur terrain de parcours, si vous voulez. Donc, par extension, ça veut dire la plaine. C'est ça, l'Azawad. Donc, à partir du moment où il y a eu une interprétation politique, je dis c'est une fabrication politique parce qu'il n'y a pas de référence historique à ma connaissance et personne ne peut me démontrer le contraire. Il n'y a jamais eu ni chefferie, ni royaume, ni empire de l'Azawad. Donc à partir de ce moment-là, c'est une fabrication historique, politique. Je comprends bien qu'un mouvement politique, y compris armé, veuille définir, mais qu'ils n'ont pas le droit de recourir à l'histoire pour légitimer leurs revendications. Donc moi je suis intervenu là-dessus en tant que chercheur, parce qu'on ne peut pas instrumentaliser l'histoire à des fins politiques partisanes. Je dis bien partisanes, d'autant que le mouvement national de libération de l'Azawad ne représente pas les intérêts de l'ensemble du peuple tamashek, loin s'en faut. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je dis c'est pas acceptable. C'est un problème de fond dans les conditions d'application de l'accord pour la paix. Ça c'est pour la partie Tombouctou, ça c'est l'Azawad. À l'est de l'Azawad, vous avez l'Azawar. L'Azawar, c'est l'espace pâturé par la grande chefferie et Willemiden, dont l'honorable député Bajan est actuellement l'aménocal des Éoulimiden, Kalataram. À l'est de l'Azawar, c'est la même étymologie, si ce n'est que chez les Éoulimiden, Zawar, c'est le récipient dans lequel les petits ruminants, dans lequel on abreuve les petits ruminants. À l'est de l'Azawar, vous avez le Tamesna. Et le Tamesna, c'est un peu un melting pot. Vous avez des Tamasheks du Niger, des Tamasheks d'Algérie, bien sûr des Tamasheks maliens. Mais aussi, l'une des caractéristiques du Tamesna, c'est que le Tamesna recèle des terres rares. Donc on retombe sur le problème des ressources extractives et de l'existence de ressources extractives dans le septentrion malien et plus particulièrement dans la zone que je viens de décrire. On le voit avec l'orpaillage, on le voit avec l'or, on voit aussi avec le graben de Gao, tout ça, donc on comprend mieux les enjeux. Bon, ça c'est pour la notion d'Azawad qu'on ne peut pas accepter comme tel. Il faut avoir un regard historique et un regard nécessairement critique. Bon, je sais que les amis Touareg n'ont pas tellement apprécié ce que je dis, mais moi je me réfère aussi, j'essaie d'être le plus objectif possible, même si on m'accuse ensuite d'intention et de... Donc,
le contenu de l'application remet en cause l'existence de l'État-nation ou de l'État unitaire malien. C'est ça qui est grave. Parce que le nouveau type d'organisation du politique au niveau national, qui est contenu implicitement dans l'accord, ça débouche sur un système fédéral. C'est ça qui est à l'origine. Et un système, moi je n'ai rien contre le fédéralisme, mais pour que le fédéralisme puisse s'appliquer, il faut un État fort. On ne peut pas dire que l'État malien est un État fort. Donc, tel que c'est perçu actuellement, ça ne peut que institutionnaliser les rapports d'inégalité. Donc, l'institutionnalisation des rapports d'inégalité, c'est porteur de conflits, ça ne résout aucun conflit. C'est pour ça que je dis qu'il y a un abus de langage de dire que cet accord-là est un accord pour la paix. Ça va créer, institutionnaliser les antagonismes qui vont prendre un caractère ethnique ou tribal. Ça existe déjà maintenant. On voit bien que, pour être plus concret, la distribution des pouvoirs telle que ça se fait dans l'accord, c'est au bénéfice de la coordination des mouvements armés, donc de la SEMA. La SEMA, c'est quoi? C'est l'ancienne aristocratie tabajèque des Iforas. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que le peuple malien n'est pas conscient que la mise en place du système fédéral, c'est la disparition de l'État unitaire malien. Ça va encore une fois, l'exemple du Soudan est là aussi pour en parler. Le fédéralisme au Nigeria n'a pas évité la guerre du Biafra. Donc c'est la même chose ici, ça ne va pas éviter les conflits, cette fois-ci interethniques. Se pose aussi un problème fondamental sur lequel je ne peux pas accepter, c'est que la mise en place des régions, je dis bien des régions, donc de la régionalisation, stipule que le président de région sera élu au suffrage universel direct, comme le président de la République. Ce n'est pas du tout la même chose que si vous avez un président de région qui est élu par l'Assemblée régionale. S'il est élu par l'Assemblée régionale, il a des comptes à rendre à l'Assemblée régionale. S'il est élu directement au suffrage universel, il a les pleins pouvoirs. Il a des comptes à rendre à personne. Imaginez ce que ça peut vouloir dire dans le contexte actuel. Hypothèse. On peut très bien comprendre, par exemple, qu'un président de région soit sensible aux propos tenus par les salafistes djihadistes. Donc ça peut conduire, dans la situation actuelle, où il y a l'alternative politique, on ne la voit pas, conduire à l'élection d'un président de région djihadiste. Qu'est-ce que va faire le peuple malien? Ce sera le résultat d'une élection dite libre et démocratique. Donc on voit très bien l'influence sournoise que peuvent exercer aussi ces groupes armés salafistes djihadistes, sans nécessairement passer par la force pour imposer, mais ils ont quand même une influence importante. Cette influence, elle se matérialise aussi par des actions caractérisées comme étant des actions terroristes. Même quand il n'y a pas d'action terroriste, il y a une influence très forte, des menaces uniquement par le verbe, pas nécessairement par l'action. Donc vous voyez un petit peu le danger. Si on a le souci du peuple malien et puis le souci pour la paix, moi je pense qu'il faut revoir le contenu des accords de paix. Je ne dis pas qu'il faut le mettre à la poubelle, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est nécessaire de le repenser et de le reconstruire, si vous voulez. Mais on retombe sur l'annexe 2 qui dit qu'on ne peut pas le modifier. Donc comme on est dans un tissu de contradiction insurmontable. Ensuite, il y a la dimension juridique. La dimension juridique, c'est que même la souveraineté nationale ne peut pas remettre en cause les décisions de la communauté internationale. Mais ça, c'est une approche juridique du problème. Ce n'est pas une approche politique. Imaginons qu'il y a des transformations politiques importantes dans le Mali et que ces transformations politiques importantes conduisent aux responsables de haut niveau, présidence, le gouvernement, etc., à dire nous on considère que cet accord est caduc, qu'il faut le repenser. Qu'est-ce qui va se passer avec la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale va accepter la souveraineté nationale et juridique ou bien est-ce qu'elle ne va pas l'accepter? Donc nouvelle situation. Vous voyez, c'est un tel imbroglio que c'est extrêmement difficile de sortir de ce guêpier-là. D'une part. D'autre part, je crois qu'il y a des responsabilités multiples. Responsabilité de la situation actuelle et du contenu de l'accord, responsabilité de la communauté internationale, dont la France, responsabilité du pouvoir politique malien qui n'a pas été à la hauteur, et responsabilité du médiateur algérien qui a cautionné tout ça. Donc vous voyez, c'était une situation d'une complexité redoutable et grave. J'insiste sur cette espèce, sur la gravité. Et qu'est-ce qui se passe face à ça? Le fait qu'on a
On a fait un accord avec des gens qui n'ont pas désarmé. Mais normalement, quand vous signez un accord de paix, vous signez un accord de paix avec des gens qui disent d'accord, on désarme et on va vers la paix, ce qui n'est pas le cas. Et l'exemple le plus caractéristique, c'est le statut particulier de Kidal, où actuellement Kidal est géré par qui? Par la coordination des mouvements de l'Azawad, donc par les Iforas et les Idnan. Vous voyez dans quelle situation est le Mali. Dans cette situation-là, la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'oblige pas à faire en sorte qu'eux aussi doivent respecter l'accord. Et quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est la zone de défense telle que la CEMA l'a définie. Maintenant, la CEMA exerce son autorité au niveau de la défense dans la région de Gossi. Ça n'a rien à voir avec la régionalisation telle que ça a été pensé. Qu'est-ce qui s'est passé face à ça? Il y a une remontrance, je dis bien une remontrance, de la part des autorités militaires issues du coup d'État du 18 août 2020. Mais ça a été simplement une remontrance, il n'y a pas eu de sanction. Donc ça veut dire que quelque part, tout le monde cautionne cet accord. Seul le peuple malien n'en veut pas. On ne peut pas non plus passer outre les volontés du peuple malien. Moi j'observe qu'il y a de plus en plus d'entités associatives, oui on peut dire associatives, qui manifestent leur désaccord. Donc à partir de là, s'il y a un grand mouvement populaire qui dit mais cet accord-là, on ne peut pas l'appliquer en l'état, il faut le repenser, c'est-à-dire passer par un compromis qui peut être aussi un compromis historique, puisque l'Azawad fait référence à la dimension socio-culturelle, mémorielle et puis symbolique. Il y a possibilité, et ça met au pied du mur aussi c'est les groupes, on ne peut pas dire ex-armés, les groupes armés ex-indépendantistes. Ça permet justement de repenser ce contenu des accords et d'aller dans le sens effectif d'une décentralisation, cette fois-ci poussée, sans passer par le système fédéral. En tout cas, c'est mon opinion. Elle plaît ou elle ne plaît pas, tant pis. Non, merci M. André Bourgeot, vous êtes un grand spécialiste, un grand anthropologue au CNRS de Paris. Merci pour cet éclairage. On vous remercie beaucoup et bon séjour à Bamako, au fort de Bamako. Et si vous êtes avec votre ami Ablaï Sampara, du magazine Afrique Info. Voilà, merci pour m'avoir permis cette interview. Merci beaucoup, au plaisir. Merci. Et j'espère que le Mali continuera non pas à survivre, mais à vivre. Merci.